Nous allons reprendre nos travaux et peut-être avoir quelques éléments de réponse aux questions posées ce matin. Donc pour poursuivre cette dernière partie de matinée, nous allons écouter Patrice Gaudin, enseignant-chercheur ici à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et qui pose la question: qui est l'ethnographe, le pasteur ou l'indigène? Voilà, et j'ai précisé un peu plus là, vous voyez, qui est l'ethnographe? Est-ce que c'est Maurice Sénard ou Boileau? Donc la question va être posée. Il y a une mode aujourd'hui à l'université assez forte qui dit qu'il faut dire d'où on parle, qui on est et d'où on parle. Alors je vais essayer très rapidement de vous dire d'où je parle. Je suis anthropologue et de fait, j'ai eu la chance d'être, la chance ou pas, d'être l'élève de Jean Viard, qui était lui-même l'élève de Maurice Sénard, et donc dans mes études, j'ai été biberonné aux écrits de Maurice Sénard. Et biberonné pas n'importe où, puisque à l'époque, j'avais une double casquette d'étudiant à l'école pratique des hautes études, et je suivais les cours dans la salle où Maurice Sénard donnait ses cours. Et par ailleurs, j'étais aussi au Musée de l'Homme, je travaillais notamment de temps en temps avec le département Océanie, dont Lénart avait été l'un des cas. Donc je suis un enfant de Maurice Sénard. Mais bien entendu, avec une petite différence, Lénart est missionnaire et moi pas du tout. Et il travaille au début du XXe siècle, et moi je suis au contraire quelqu'un qui va travailler en Nouvelle-Calédonie à partir de 82, dans un contexte très très différent, qui est celui bien entendu de la montée du mouvement indépendantiste. Et les gens avec lesquels je vais travailler ne sont pas du tout des pasteurs ou des natas, mais au contraire souvent des gens très engagés politiquement. Donc il faut reposer cette réalité-là. Maintenant, je fais partie d'une partie de gens qui, du point de vue de l'ethnographie, c'est-à-dire de cette partie de l'anthropologie qui est celle du terrain, de la description, pensent que l'anthropologie est une forme particulière de dialogue culturel. Et que parce qu'elle est une forme particulière de dialogue culturel, se pose forcément la question de savoir comment on va inscrire ce dialogue dans les résultats de l'anthropologie. Comment ça va s'inscrire? C'est-à-dire comment va être inscrit dans le travail de l'anthropologue, dans ses bouquins, bien entendu, les traces de ce dialogue, parce qu'il n'a pas pu faire autrement que d'être ce dialogue. Et d'autre part, parfois les choses vont au-delà du dialogue. Comment il va, d'une certaine manière, permettre aux gens avec lesquels il travaille, et bien de donner aussi leur propre expression, et pas simplement dans ses livres à lui, mais aussi en aidant au travail de la société sur elle-même, qui me paraît être un point assez important. On va commencer d'abord par les collaborateurs de l'anthropologue. Depuis maintenant plus de 150 ans, les membres des communautés et des cultures qui ont été étudiées par les anthropologues, nous dit Sanjek, qui est un épistémologue de l'anthropologie, sont des fournisseurs importants d'informations, de traductions, de notes de terrain, de travaux sur le terrain, bien que les ethnographes professionnels, généralement de race blanche, principalement des hommes, assument normalement l'autorité complète de leurs produits ethnographiques. La contribution remarquable de ces assistants, entre guillemets, n'est pas suffisamment appréciée et comprise. Dans aucun traitement majeur de la discipline, il n'est décrit comme une partie fondamentale de l'histoire de l'anthropologie. Les anthropologues restent aussi incertains sur le nom de ces travailleurs de terrain recrutés localement, assistants de recherche, informateurs clés, qui sont ces gens-là, que les personnes qu'ils étudient, natifs locaux, informateurs, collaborateurs, répondants, sujets, tous ces gens-là sans lesquels l'ethnologue n'existerait tout simplement pas. Pour l'enregistrement. Ah, parce que sinon j'ai une gueule dans le peigne, donc généralement ça passe assez bien. Pour parler de cette affaire-là, je vais prendre un cas précis, qui est celui donc de Boileau, qui a travaillé avec Maurice Sénard. Alors qui était ce Boileau? Eh bien c'est en vérité un des premiers ministres protestants kanaks de Nouvelle-Calédonie, et l'un des fameux assistants missionnaires de Maurice Sénard, et sans doute peut-être même le plus influent. Cette influence, on peut la lire dans les différentes archives de Maurice Sénard, dont vous avez déjà entendu parler, et qui fait que cet homme-là, qui était né probablement autour de 1866 à Nechakoya, dans la vallée de Wawilou, dans la partie centrale de la Nouvelle-Calédonie, a appris à écrire avec un ministre protestant kanak de Maré, l'une des îles Loyauté, et il fait partie des 150 premiers Kanaks de la Grande Terre, baptisés par l'Église protestante en 1897,
Et il est le premier, effectivement, à être devenu pasteur, ce qui n'est quand même pas négligeable. En 1914, Boieldieu contribue à la traduction du Nouveau Testament par Lénart, et en mars 1918, avec Maurice Lénart, il compila un questionnaire sur les clans kanaks en langue nadjieu, et là je cite, « pour encourager les ministres à réfléchir aux coutumes qu'ils rencontrent, et pour les amener à discerner ce qui est social dans ce qui est païen, et ce qui est païen dans ce qui est social. Et ce qui, dans ce qui est social, appartient donc à l'homme sauvage, et ce qui appartient par contre à Dieu, dit Maurice Lénart. En quelque sorte, le noble sauvage contre lui qui rejette Dieu. Avant sa conversion, Boieldieu était un sculpteur sur bois, donc forcément quelqu'un avec un haut statut social, parce que les sculpteurs dans toutes les communautés kanaks jouent un rôle assez important, un orateur et un maître de cérémonie. Et nous connaissons assez vite, dès que Lénart a publié, l'existence de cahiers qu'il a rédigés sous l'influence, sous la demande, on a compris même sous l'ordre, hier nous a dit Ismet Kurtovic, de Maurice Lénart, qui les mentionne à plusieurs endroits de son travail, ainsi que par le contenu de deux autres ouvrages. Pendant très longtemps, on ne connaîtra que ça. Un livret rédigé par Raymond Lénart, le fils de Maurice Lénart. Et moi aussi je dis Lénart parce que je suis habitué à la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie on dit Lénart, donc on va continuer à dire Lénart. Et Raymond Lénart qui était aussi un ministre protestant lui-même. Et plus récemment, dans un livre publié en 1998 par l'anthropologue Jean Guiard, les cahiers originaux ont été déposés par Raymond Lénart dans la section Khmer des Archives nationales, maintenant à Aix-Provence, et un microfilm se trouve au département des Archives de Nouméa. Donc aujourd'hui, on peut accéder ici en Nouvelle-Calédonie à cette affaire-là. Mais il faut bien reconnaître que pendant très longtemps, les cahiers eux-mêmes étaient inaccessibles, et en vérité, ils n'ont pas été publiés avant 2000-2003, et encore, ce qui a été publié, c'est l'intégralité du texte en langue, dans ces deux ouvrages que j'ai ici, qui sont les deux premiers ouvrages en dehors de mon école du silence, dont une partie, je crois, tu me diras, Bernard, avait été publiée de Wayagorode. Ben sinon, on n'a quasiment rien d'autre qui a été publié jusque-là. Et ce qui est intéressant dans la lecture de ces choses-là, où malheureusement on n'a pas que des traductions, il y a des traductions, mais beaucoup de résumés ou de rappels simplement, donc le travail n'est pas complètement fini, eh bien c'est comme on découvre, c'est l'ampleur de la contribution de Boieldieu au travail de Maurice Lénart. Et quand je dis l'ampleur, les bras m'en tombent, c'est qu'on va découvrir, grâce à ça, qu'il y a même quasiment des pans entiers, par exemple des notes d'ethnologie néo-calédonienne. Pour les documents néo-calédoniens, on le savait parce que Lénart l'exprimait de façon un peu plus claire, mais pour les notes d'ethnologie calédonienne qui sont présentées comme la grande monographie de Maurice Lénart, qu'en vérité, il ne s'agit même pas simplement d'une influence de Boieldieu en tant qu'informateur, comme disaient les anthropologues il y a encore peu de temps, mais en vérité, une pure et simple traduction, parfois expurgée, ce qui est d'ailleurs intéressant de voir ce qu'il a retenu, parce qu'il censurait un peu les choses, une pure et simple traduction, en vérité, des textes de Boieldieu. C'est-à-dire que l'auteur de ces textes-là, c'est Boieldieu, on va y revenir. Comme Emmanuel Casarero le note dans sa préface, les principaux ouvrages du missionnaire ethnologue français, Notes d'ethnologie calédonienne 1930, Documents néo-calédoniens 1932, Vocabulaire et grammaire de la langue Boieldieu 1935, répètent en faisant parfois une traduction exacte la majeure partie des données enregistrées dans les cahiers de Boieldieu. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, pour Emmanuel Casarero, les notes prises par Maurice Lénart en marge des cahiers montrent l'importance du travail commun et des échanges entre Boieldieu et Maurice Lénart. En vérité, pour moi, il montre avant tout le genre d'assistant que Boieldieu était parmi les meilleurs, sans doute, mais qu'en vérité, il n'était probablement pas un assistant, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui un enquêteur à part entière, un ethnographe dont il va falloir qu'on essaye de comprendre quel est son rôle. Ça nous montre aussi quel type d'anthropologue était Lénart, mais on va y venir. Dans cette communication nécessairement entrecourte, je ne vais pas pouvoir vous donner la totalité des choses. Voilà déjà très rapidement les deux ouvrages de base qui sont les plus connus en dehors du vocabulaire, enfin de la grammaire et du vocabulaire de la langue de Boieldieu, qui sont les notes d'ethnologie calédonienne suivies normalement des documents calédoniens. Et dans les notes d'ethnologie calédonienne, il y a un chapitre absolument fondamental, qui est le chapitre sur le pilou, qui est tellement fondamental d'ailleurs qu'il a été republié récemment, un peu plus tard, par les éditions Grain de Sable,
Or, ce texte sur le pilou, Lénart se plaint amèrement de ne pas avoir assisté à un pilou. Et là, on a quelque chose qui est vraiment, pour l'anthropologue que je suis, complètement révélateur. Le premier, c'est que ce chapitre sur le pilou, c'est Boileau. C'est-à-dire, c'est pas une traduction avec des notes et puis des rajouts, etc. C'est intégralement le texte de Boileau traduit sans que ça soit dit en tant que tel. Au début des notes d'ethnologie calédonienne, il y a juste quelques références pour dire il est dans cette affaire-là, j'ai été dans ce livre, j'ai bénéficié de l'aide de M. Rudy, mais c'est tout ce qu'il dit. Or, Boileau est l'auteur de cette affaire-là, on ne peut pas dire autrement. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Lénart se plaint de ne pas avoir vu le pilou. Or, qu'est-ce que c'est que le pilou? Si on dit que c'est autre chose qu'une danse, et c'est bien la cérémonie que décrit Lénart, Lénart se plaint de ne pas l'avoir vu. Or, quel est le centre de ce que c'est qu'un pilou? Eh bien, ce sont les cérémonies d'échange qui vont jalonner l'ensemble du cours de la vie du monde kanak, c'est-à-dire les naissances, les mariages, les deuils, les cérémonies de circoncision, etc. Or, à cette époque-là, les échanges, bien qu'ils aient perdu une partie du rituel qui sont là, ils existent. D'ailleurs, vous avez l'affiche du colloque qui vous présente un échange cérémoniel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui faire la coutume, voyez-vous. Eh bien, si vous lisez Lénart, j'offre une bouteille de champagne à celui qui me trouve une seule description des échanges cérémoniels. Les gens d'Yingen vous disent que les échanges cérémoniels, c'est le souffle de la coutume, c'est le centre de la société. Il n'y a rien dans Maurice Lénart sur les échanges. Rien. Absolument rien. Il parle un moment de la monnaie et vous explique qu'il y a des types d'échanges de monnaie, etc. Mais il n'y a rien. Vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est extraordinaire parce que ça nous montre quel type d'ethnologie faisait Lénart. C'est-à-dire, il récoltait des textes dans le cadre du travail missionnaire qui était le sien. Et je ne dis pas qu'il n'était pas bien. Ces textes sont vraiment fabuleux, très importants. Et il a eu la bonne idée de nous transmettre ces textes-là. Et aujourd'hui, on ne ferait pas l'ethnologie que nous faisons sans qu'il y ait eu ces textes. Donc, merci à Maurice Lénart. Mais en même temps, d'une certaine manière, il ne donne pas les auteurs. Et surtout, on s'aperçoit qu'il ne regarde pas la société dans laquelle il vit. Il vit à travers les propos de ses informateurs. À aucun moment, en vérité, il y a ce qu'on appelle de l'ethnographie au sens de « j'y vais, je passe mon temps assis sur une nappe, j'observe, je participe à la vie quotidienne, etc. » Il est pris par le travail missionnaire, et c'est dans le cadre de ce travail missionnaire, de ce travail de traduction, que sont construits un certain nombre de documents que Lénart va ensuite publier. Le problème, donc, c'est celui de la visibilité des échanges faits par Maurice Lénart. Dans son livre, donc, Jean Guiard, où il consacre un livre à Boileau, dit « Je n'ai jamais imaginé de reprocher à Maurice Lénart d'avoir utilisé toute cette masse de données telle qu'elle, car il a indiqué la source aussi souvent que possible. » À vrai dire, si vous regardez, ça ne doit être pas très souvent, en tout cas, dans ses écrits, dans ses enseignements. Le fait qu'il ait produit des chapitres entiers, il reproduit des chapitres entiers, il l'avoue, est un avantage pour moi pour assurer l'authenticité de l'information dans une traduction à laquelle il a toujours voulu rester fidèle. Et là, justement, on pourrait mettre en évidence le fait que la traduction n'est pas aussi fidèle qu'il le dit. Et la société et la culture kanak sont si complexes que le mot le plus court, s'il est déplacé ou mal sélectionné, peut endommager l'expression, c'est extraordinaire. La syntaxe de la phrase kanak n'est pas un hasard, l'ordre des mots change leur signification, comme si ce n'était pas la même chose dans à peu près toutes les langues. Je ne suis pas sûr que cet argument, en vérité, de Guiard soit favorable à Lénart. Le problème ne réside pas dans la phrase kanak, c'est que Lénart ne nous dit pas quand il est l'auteur de son texte et quand il n'est que le traducteur de Boileau. Et être traducteur, c'est un vrai métier, et donc on ne peut pas reprocher à Lénart d'être un traducteur. C'est peut-être même une des belles choses qu'on peut lui donner, d'avoir été un premier grand traducteur de ce côté-là. Guiard lui-même a écrit une introduction très particulière à son livre, donc sur Boileau. Il dit, après avoir traité avec Maurice Lénart, Guiard a publié en 1997 un livre sur son maître Lénart, un an avant le livre sur Boileau. Il semble logique que nous parlions à son tour de l'auteur kanak, car à son tour, à ce que Maurice Lénart avait souhaité, trop peu de personnes semblent connaître l'existence de Boileau, même si elles préfèrent même l'ignorer. Alors ça, c'est extraordinaire. Les gens n'ont pas cité Boileau, ils l'ont ignoré. Forcément, c'est moi qui avais le document et qui était assis dessus. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire que les gens puissent lire Boileau, puisqu'ils n'avaient pas les textes. Là, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Mais à qui la faute? Dans son livre, Guiard n'a pas hésité de traduction des cahiers de Boileau,
mais il nous a donné une longue série de commentaires avec de grands extraits de ses cahiers. Ainsi, l'importance de la contribution de Boieldieu au travail ethnographique de Maurice Hénard se révèle progressivement avant que nous ayons enfin les textes de Hénard. Or, sans vouloir ici rentrer, on voit un élément qui est important, c'est un tableau. Alors, je suis désolé, il est en anglais parce que je n'ai pas eu le temps de le retraduire en français ni d'aller faire le scan du bouquin. Traducteur, c'est un métier. Oui, traducteur, c'est un métier. Qui est ce que j'avais fait dans 2 colloques où j'ai déjà participé sur ce sujet-là, et qui est établi par Raymond Lénart en 1976 et Guiard en 1988, qui montre comment l'ensemble des cahiers de Boieldieu ont été intégrés d'une façon ou d'une autre, de façon assez claire dans ce qu'on appelle les documents, où là il explique bien que c'est des textes donnés par Boieldieu. Dans le reste des textes, comment en fait ces textes, les d'ethnologie, c'est quasiment que le texte de Boieldieu qui est publié. Et donc Guiard a bien fait ce premier inventaire qui, à mon avis, n'est pas complet. C'est-à-dire que la révélation des cahiers qui ont été publiés là montre qu'il y en a eu beaucoup plus que ça. Alors la première question qui se pose, c'est une autre attitude envers son assistant, Canac, puisqu'il le traite d'assistant, etc., et pas d'auteur, à l'époque de Maurice Hénard, était possible. Certains collègues m'ont dit que ce n'était pas le cas, et je me souviens de discussions avec quelques-unes des personnes qui sont dans la salle, me disant « mais c'était pas possible de faire autrement ». Alors c'est tellement pas possible de faire autrement qu'en 1921, le rapport du bureau annuel du rapport du bureau de l'American Bureau of Ethnology publie les premiers textes de l'ethnologie des Kwakiutl de Franz Boas, et en fait il dit basé sur les données collectées par George Hunt. Or il se trouve que Boas est, avec Malinowski et Lénart, une des sources principales de l'anthropologie de Lénart, et que Lénart ne pouvait pas ignorer le travail qui était fait. Vous voyez ici, à la fois en bas, le texte dans la langue Kwakiutl, vous avez les traductions en haut, et tout est complètement documenté en expliquant que c'est George Hunt. Donc, du point de vue de peut-être de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, on ne pouvait pas dire qu'un Kanak était un auteur, mais à l'époque, en anthropologie, c'était tout à fait possible, et je ne vais pas, il ne me reste pas beaucoup de temps, vous dire ça. En tout cas, la question se pose de savoir s'il n'y a pas ici quelque chose à faire pour essayer à un moment donné de réintroduire dans l'histoire de l'anthropologie. Tout à l'heure, Émilie parlait de Tépano et d'une autre Pasquale, qui ont joué un rôle assez important. Il me semble important aujourd'hui dans l'histoire de l'ethnographie de la réécrire différemment et de montrer que, effectivement, l'anthropologie, même si à une époque elle a mis du temps à comprendre, est une forme de dialogue culturel, et que donc il faut restituer, non pas les choses comme si c'était un monologue, mais restituer les éléments de ce dialogue. L'anthropologie est une forme de dialogue culturel, et donc il faut restituer la part qui est là. Maintenant, dans cette affaire-là, on a bien vu hier, et c'était ce que nous disait Ismet Kurtovitch, qu'il y a dans les textes qui ont été collectés, bien sûr des choses qui ont été, je dirais, le fruit, l'étincelle première, c'est Lénart qui pousse à la production, mais les gens qui sont là, comme Boieldieu, vont bien au-delà de répondre simplement au questionnaire de Lénart. Ils font véritablement une œuvre, et cette œuvre les pose comme des auteurs. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cette époque-là, nous avons quelque chose de complètement neuf, c'est-à-dire des Kanaks qui vont se mettre à écrire l'anthropologie de leur propre société. Ils ne vont pas simplement apporter des documents, ils ne vont pas simplement décrire des rituels, décrire des institutions, ils vont en livrer une vision et donc une analyse. C'est-à-dire qu'il y a une anthropologie à l'œuvre à l'intérieur de ces textes ethnographiques. Il est donc absolument urgent, me semble-t-il, aujourd'hui. On va continuer, je suis anthropologue et je suis très à l'aise avec mon métier d'anthropologue, mais il va falloir à un moment donné aller rechercher les documents qui sont là, et c'est une des propositions que je vais faire pour ce colloque, de dire que, puisque nous savons qu'il y a ici quelques textes importants, ils sont émanés, il y en a plusieurs dizaines, mais émanant de 4, 5, 6 auteurs, peut-être 7, importants, et qui sont présents aux archives de Nouvelle-Calédonie, que nous montions un groupement avec l'ALK, avec l'Université de Nouvelle-Calédonie, avec sans doute aussi la DCK,
et puis toute une série de gens qui voudront bien nous rejoindre aussi, les archives forcément, le musée, on va voir, et essayer de montrer un groupement de recherche qui se poserait comme, je dirais, objectif de enfin publier ces textes-là, d'en avoir une transcription exacte, difficile parce qu'il s'agit de langues avec des archaïsmes et souvent un langage très soutenu qui n'est plus forcément aujourd'hui parlé par les locuteurs de cette langue. Faire des traductions qui soient vraiment des traductions très très précises avec tout un travail de traduction et un travail de note critique qui est là. Alors il faudra qu'on le fasse, on le sera en groupe, c'est vieux parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a commencé ce travail et à qui je veux rendre hommage, qui est mon ami Bernard Gasser qui est là et qui depuis des années travaille sur un projet de ce type-là. Mais il est tout seul avec la descendante de Waya Gorodé, des Waya Gorodé que vous connaissez tous, et il en est à 6000 pages, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va publier ça un jour. Donc c'est un travail d'arrache-pied. Là où nous sommes tout seuls, nous pouvons le faire collectivement, et il me semble que c'est très très important que nous le fassions. Maintenant, la question est de savoir pourquoi l'ENART ne l'a pas fait. Eh bien, je vais terminer sur cette affaire-là, et je suis obligé de faire court, et je risque de blesser un certain nombre de personnes. Il y a quelque chose de fondamental à un moment donné dans l'histoire de Maurice Hénart, c'est dans le Docamo, vous savez, ce passage où il interroge Boieldieu en disant « alors on vous a apporté l'âme » et il répond « maintenant, non, vous nous avez apporté le corps ». Et là, on peut qu'imaginer, quand on est soi-même avec une culture chrétienne, moi je ne suis pas très chrétien, mais j'ai une culture chrétienne. Et dans cette culture chrétienne, une des choses que je sais, c'est que l'apport du christianisme qui est fondamental, c'est la résurrection des corps. La survie de l'âme, on la trouve dans plein de sociétés. Et tout d'un coup, il y a la résurrection des corps. Et on sait aussi que le corps est quand même un des éléments, plus que l'âme, du principe d'individuation dans les sociétés occidentales. Donc, extraordinaire, réponse de Boieldieu, qui montre qu'il est un bon chrétien. Oui, vous nous avez apporté le corps, c'est-à-dire, sous-entendu, la résurrection des corps. Oui, extraordinaire, vous nous avez apporté le corps, et c'est le principe d'individuation. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le traducteur ensuite anthropologique, plus ethnographique, ça va être Docamo, et Docamo, c'est rien d'autre que de montrer que les Kanaks, mon Dieu, n'ont pas de corps. C'est-à-dire, il va retourner ça contre la société kanak en nous livrant une anthropologie qui est absolument, aujourd'hui, totalement inacceptable. Comment on peut imaginer, bien entendu, Frédéric nous a parlé du personnalisme, mais les relations dans le personnalisme, c'est ce qui vient enrichir la personne, elle s'enrichit par la société. Donc chez l'ENART, ça l'empêche de dégager son moi. Il n'arrive pas à être moi parce que justement il est englué dans cette gangue tribale des relations qui sont là. Donc l'anthropologie de l'ENART, pas recevable. L'ethnographie de l'ENART, très très intéressante, datée. On pourrait dire que ça aurait pu être mieux, mais visiblement ce n'était pas possible pour lui de penser comme ça. Maintenant, nous sommes les descendants de l'ENART, nous avons la responsabilité du travail ethnographique qui est le sien. Eh bien, il faut qu'on se mette au boulot et qu'on publie enfin ces textes-là qui permettront de comprendre comment l'anthropologie de la Nouvelle-Calédonie, au début, a été écrite, et en grande partie grâce aux anthropologues kanaks. Merci de votre attention. Merci Patrice. Y aurait-il des questions à chaud, des remarques? Oui? Oui, c'est pas une question, ce serait plutôt quelques remarques. Je vais d'abord me présenter, Carlène Thomas. Je suis directeur du lycée agricole de Doneva. Je suis depuis 30 ans à Doneva. Je suis ancien envoyé de l'ACEVA, donc des missions de Paris, qui est maintenant le DEFAP, département français d'action apostolique. Et j'écoute depuis hier l'ensemble de ces conférences qui sont très intéressantes et qui nous permettent, nous, de mieux comprendre la posture de l'ENART. Mais je pense que, première observation, l'ENART culturellement est alsacien. Et on le voit sous le prisme national français. Et je pense que dans son temps, en 1870, se sont passées beaucoup de choses en Alsace aussi. Et le culturalisme alsacien baigne aussi de beaucoup de théologiens, notamment au Berlin, qui a une action sociale très importante en Alsace. Mais je pense surtout que l'ENART est un peu précurseur et réfléchit dans son temps
anticléricale principalement, au milieu laïque, sur la posture totale de l'homme, qui est celle exprimée par Luther dans ses thèses, où il dit « sola gratia », seule la grâce, « sola scriptura », seule l'écriture. Et je pense que la culture familiale scientifique de Lénard lui permet au départ, notamment à l'université de Montpellier, de ne pas opposer esprit scientifique et esprit spiritualiste. Et je pense que, et d'ailleurs il faut le remarquer, on parle beaucoup de protestantisme, mais la Société des missions, ce n'est pas la Société des missions protestantes, c'est la Société des missions de Paris. Et c'est quand même très important. C'est comme la LMS, c'est la Société des missions de Londres. Et c'est un groupe intellectuel qui essaie de réfléchir sur le postulat du protestantisme dans un pays laïque. Et donc il refonde la vision missiologique du pasteur. Et quand il arrive en Nouvelle-Calédonie, je pense que dans un de ces postulats, il essaye de vérifier que l'homme kanak est un frère en Christ comme lui. Et qu'à ce niveau-là, dans sa vision spirituelle, il dépasse complètement la vision temporelle. Mais pour l'essayer de la fixer, il utilise l'ethnographie comme un élément de compréhension dans son temps. Et je pense que la relation très filiale qu'il crée avec le monde kanak, c'est qu'il a une vision globale de l'homme. Et il n'a pas une vision dichotomique de l'homme. C'est-à-dire qu'il comprend très bien que le kanak est civilisé à sa manière et qu'il a un accès à la spiritualité, comme tout le monde, mais seulement par un prisme différent. C'est mon intime conviction. Mais quand j'entends, par exemple, quand on vit sur Deneva, et bien sûr c'est plus pareil qu'il y a 100 ans, mais je repose la question à Patrice Godin. Je pense que Lénard a vécu dans un milieu 100% kanak. Il a mangé, dormi. Ses enfants, Roselyne Doucet-Lénard, a été allaitée par des femmes kanak. Il a vécu vraiment dans le sens kanak pur, au point que, et je veux répondre peut-être à Patrice Godin, je pense qu'il a eu l'humilité de ne pas décrire des scènes qu'il a vues, parce qu'il n'en est pas le dépositaire. Et ça, c'est le sens sacré de la vision spirituelle kanak. Il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre et qui sont mieux placées que moi pour répondre à cette question-là. Mais je pense que Lénard a vraiment vécu un sort de syncrétisme culturel et qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, même si dans son temps on est dans une vision très colonialiste, il a un égal frère en Christ. Et je pense que cette vision spirituelle de Lénard, alors moi je dirais qu'il a utilisé l'ethnographie à des fins missionnaires, mais dans le sens spiritualiste du terme et non ecclésiologique du terme, parce que la vision missionnaire, elle a été assez bien décrite par Jean-François Zorn, qui était un missiologue maintenant à la retraite de l'Université théologique de Montpellier. Il le corrobore assez bien. Hein. Et voilà, c'était un peu un élément de débat, parce que je vois beaucoup Lénard, ethnologue, mais je pense que Lénard a utilisé l'ethnologie à des fins missionnaires. Par contre, il s'est vraiment heurté aussi, il faut le dire, et on le revoit après dans la même relation qu'a eu Albert Schweitzer face aux sociétés de mission de Paris, mais ça c'est un débat un peu plus protestant, entre la vision spiritualiste protestante, décrite par Luther, et la vision, je dirais, d'église sécularisée, qui a tendance à fonctionnariser son fonctionnement, et c'est-à-dire de le baser sur une sorte de repentance millénariste, hein, qui fait un peu aujourd'hui le fonds de commerce de beaucoup d'églises. Voilà. C'était juste quelques éléments de débat, mais je n'ai pas la prétention d'être aussi scientifique que vous, et je n'ai vraiment pas pu lire et m'occuper aussi bien que vous de tout ça. Donc c'est un humble apport. Merci. Patrice, est-ce que tu veux répondre? Moi, en matière de spiritualité, je suis un total mécréant, donc je ne vais certainement pas répondre. Je suis incapable de répondre. Je ne peux que respecter la parole de Thomas. Le but ici,
on pourrait analyser la manière dont il a vu la spiritualité canadienne. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça nous emmènerait trop loin, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, ce qui me paraît important, c'est que l'ethnographie de Lénart est une ethnographie missionnaire. Elle s'inscrit effectivement dans un débat complexe entre ethnographie, science et puis vision missionnaire. Et ça, c'est un vrai débat. Je pense que Bernard va en parler tout à l'heure, et on en a eu déjà un exemple avec ce que nous avait dit. Je suis fatigué, que j'arrive même plus à revenir mon nom, tu m'en voudras pas. Frédéric, merci Frédéric. Excuse-moi, quelqu'un que je connais depuis 30 ans, et j'aurais pu me souvenir de son prénom, ça devient grave. La question qui est pour moi fondamentalement posée par Lénart, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de la reconnaissance pleine et entière du travail fait par ces gens-là. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et nous avons, nous, une responsabilité qui est d'essayer de restituer, pour une part, ce travail-là, qui n'est pas de nier l'intérêt du travail de Lénart, mais montrer qu'il n'est pas complet et qu'aujourd'hui on peut essayer d'aller un peu plus loin, et que ça me paraît important. Et je reste persuadé, même si Bernard Gasser derrière moi n'est pas d'accord, que c'était possible déjà à l'époque, parce que Guiard et lui et les autres disciples, etc., étaient, Guiard encore plus que Lénart, il a gardé les cahiers pendant je ne sais pas combien de temps, des gens qui connaissaient le travail de Voisse, qui connaissaient le travail des ethno-historiens américains, etc. Ils en ont été formés et ils n'ont jamais fait ce travail-là, c'est clair. Je crois que nous avons une dernière intervention avant de passer à la communication de Bernard Rigaud. Oui, juste une chose. Roselaine Doucet dit bien dans un de ses livres de souvenirs, pour elle, Lénart n'a pas eu le temps. Alors évidemment, on peut toujours dire, il aurait, mais si, en ce sens, il aurait voulu faire qu'en 1924-25, discuter avec les vieux, rediscuter avec eux, reprendre, réécrire, retraduire avec eux. Et il n'a pas pu le faire, il n'a pas eu le temps en 47-48. C'est sa fille qui l'écrit. Bon, elle était assez critique vis-à-vis de son père. Pour moi, j'accepte. Voilà. Eh ben moi pas. Alors le débat n'est pas clos. Ah, Caroline. Pardon, j'arrive pas à retrouver la source de ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est Guiard ou quelqu'un d'autre. J'avais lu que quand Lénart arrive à Waialou, le pilou a déjà été censuré, en fait, interdit par les Nata. Est-ce que c'est confirmé ou est-ce que voilà, c'est des choses qui sont vraies, ou est-ce que ça fait partie du récit un peu idéalisé de Guiard, par exemple, sur l'arrivée de Lénart, qui n'aurait pas, lui, contribué à déculturer finalement les populations canadiennes. Voilà. C'était interdit par l'administration. Oui, l'administration avait interdit, de toute façon, il n'y avait plus de grand pilou, c'était totalement interdit de le faire. Et ce faisant, l'administration a joué un rôle tout à fait inédit, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet pervers de l'interdiction des pilous, et un des effets pervers qui n'a pas été suffisamment donné, c'est l'introduction de l'alcoolisme. Alors, une dernière question, une dernière question. Merci, c'est pas une question, mais c'est juste une proposition ferme. Par rapport à la proposition qui avait été faite, moi je suis tout à fait d'accord, et s'il faut monter une structure ici où moi je suis tout à fait d'accord pour en faire partie, inviter tous les autres. Voilà, on l'a dit.